parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec moi sur ce plateau pour le grand débat. Et je voudrais quand même dire merci à tous ceux qui ont quand même nous ont appelés et nous ont quand même intimidé l'ordre de pouvoir parler d'un sujet important. Et c'est par avec leur accord que ce sujet a été choisi aujourd'hui. Je voudrais quand même remercier nos téléspectateurs, sans toutefois oublier Malik Sall à la réalisation de cette émission pour le thème de cette émission de Grand Débat aujourd'hui. Nous allons parler du rôle de la France dans la chute des présidents panafricains et l'impact des constitutions dans les présidentielles en Afrique francophone. Alors pour ce grand débat, j'ai donc mes invités pour essayer de vous informer encore plus davantage. Dans ce studio, j'ai mon ami personnel Atiso Kwamevi. Alors Kwamevi qui est venu spécialement pour ce grand débat. Et je voulais vous dire que Kwamevi fait une émission dénommée L'Afrique aux Africains. Alors Kwamevi, encore une fois de plus, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans ce studio. Merci, monsieur Nyawa. Et salut à tous les tempos africains et tempos africains. Et je profite de l'occasion pour rappeler aux tempos africains également que je suis le journaliste de la maison. Je faisais Tempo Sport aussi et qui va aussi bientôt revenir. Merci, monsieur Nyawa. Merci à tous. Merci encore une fois de plus. J'ai cru que vous étiez parti à la convention des Togolais qui a lieu aujourd'hui à Minneapolis. Malgré tout ça, monsieur Atis, on va revenir là-dessus tout à l'heure. De l'autre côté de sa position, depuis sa position, notre ami Marcel Kodje. Alors Marcel, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Oui, merci Serge, merci chers amis débatteurs. Merci à l'Afrique tout entière, merci au monde entier qui nous suivent souvent dans nos débats et sur nos lives Facebook. Donc, merci à tous. Donc, nous sommes prêts pour le débat du jour. Et nous allons tout décortiquer, voir de quoi il s'agit. Merci Marcel. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, si le sujet a été choisi, c'est selon l'actualité, selon tout ce qui se passe en Afrique. Il y a quand même beaucoup de remue-mélange en Afrique et cela détermine le rôle de la France dans la chute des présidents panafricains et l'impact aussi des constitutions dans les présidentielles en Afrique francophone. Alors, pour tous ceux qui voudraient participer à cette émission, veuillez appeler tout simplement au numéro qui est sur votre écran. Alors, mon cher Atiso, alors, quel est le rôle que joue la France aujourd'hui dans les élections présidentielles en Afrique francophone, quand on voit que il y a beaucoup de manifestations, on va prendre le cas de certains pays que vous connaissez, il y a aussi, en tout cas, aussi beaucoup de manifestations, que ce soit à l'intérieur de nos pays africains, comme à l'extérieur. Alors, Tissot, quel est le rôle que joue la France
pour que l'Afrique, normalement, puisse appartenir aux Africains? Merci, Monsieur Nyawa. Et je vais d'abord simplifier ma réponse. La France, en un mot, choisit ses hommes. Alors, cela dit, aujourd'hui, quand on voit tous les pays francophones d'Afrique, les présidents qui sont là ne travaillent pas pour leur population, ils travaillent plutôt pour la France. Alors la France participe activement aux sélections de ces dirigeants, parce que pour moi, c'est des parodies d'élections. Ce ne sont pas des élections. Donc la France, quand elle dit que cet homme va me représenter, la France passe par tous les moyens. La preuve, au Togo, en 2005, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de général Eyatema? Faure a violé la Constitution avec un groupe d'officiers supérieurs. Ils ont violé la Constitution et on l'a nommé en tant que président pour finir le mandat, alors que la Constitution dit autre chose. Alors, qui viole la Constitution ne peut plus se présenter dans les élections dans 60 jours. Donc, vous voyez qu'on a nos lois, mais la France, étant déjà choisi Faure Gnassingbé, a passé par tous les moyens pour faire valider la candidature de Faure et avec des élections qui ont lieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que Faure est arrivé après une élection controversée avec des morts. Et quand on retourne en Côte d'Ivoire, avec l'avènement de deux armées, c'est-à-dire une armée républicaine et une armée de la rébellion, qui les a financés, qui étaient venus s'interposer par le biais de l'ONU, soi-disant l'ONU-ci, et finançaient et armaient les rebelles. Et après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? La France est allée au bout à imposer Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Les élections, la CENI de la Côte d'Ivoire a un siège. Comment pourrait-il que l'arbitre du jeu aille dans le camp d'un autre, l'un des candidats, pour proclamer les résultats? Bon, c'est des choses, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est comme ça la même mise de la France sur les élections, les hommes à choisir en Afrique. Bon, hier, la fois dernière, je disais que la France avait implanté les dictateurs avec des partis uniques. Je développais ça, mais j'avais brossé ça. À un certain moment donné, les Mobutu, les Yadema, les Paul Biya, les Blaise Compaoré, récemment le Gabonais, Omar Bongo, la France les avait implantés. Mais à un certain moment donné, ils ont pris de poids, de pouvoir, que la France voit que dans un futur proche, elle ne peut plus tenir tête à ces chefs d'État. Alors, comment faire pour les atterrir? Comment faire pour les affaiblir? C'est pourquoi la France a amené le vent de la démocratie avec les conférences nationales, qui a d'ailleurs bien réussi au Bénin, qui aujourd'hui connaît des turbulences. Donc, c'est ça la France. Quand la France voit que ces dictateurs poussent des ailes et ils vont commencer par réfléchir à penser à leur peuple, il faut les enlever. Il faut les enlever par le vent de la démocratie. C'est la France qui le vent de la démocratie. C'est la France qui a planté le multipartisme, ces mêmes dictateurs. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on voit que dans certains pays, plus précisément, la France est arrivée par la force à faire des coups d'État. Ce n'est pas moi qui allais vous conter l'histoire de Bob Dena, qui, au Comores, a fait des vaille là-bas, sur tout le continent. D'accord. Donc, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, l'assassinat de Thomas Sankara, la France a implanté ces hommes chaque fois à la tête de ces États. D'accord. Je crois que on ne met pas ce sujet pour essayer de faire un discours à long en large, mais il faudrait que nous arrivions à trouver des solutions
Et ces solutions vont nous amener comment contraindre la France à quitter l'Afrique. Ça, il faudrait qu'on qu'on en parle. Voilà. C'est primordial pour le Voilà. développement de l'Afrique. Je vais aller du côté de la position de notre ami Marcel Codier. Alors Marcel, vous venez quand même d'écouter votre ami Atus Kwamevi. Alors la même question vous est retournée. Le rôle que joue la France dans les élections présidentielles en Afrique francophone. Et puis, après, nous allons trouver les solutions. Comment il faut vraiment inquiéter la France à travers nous-mêmes, notre propre mesure que nous allons arrêter. Oui, Serge, le rôle de la France, tous on le sait. Vous savez, mon ami a parlé tout à l'heure de l'ère d'Ansigwe Etienne et Yadeba Mobutu. Ça, la France a fait ses gens, ses présidents. Et ce sont des grands présidents qui donnaient de l'argent à la France. Aujourd'hui, avec les nouveaux chefs d'État qui nous sont venus, qui se disent des démocrates, qui changent d'avis, il doit falloir que la France change vraiment son comportement avec l'Afrique. Parce que aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, les gens comprennent. La France, oui, il défend son intérêt parce que, vous savez, les minéraux, tous nos biens, c'est la France qui nous le revend. Donc, il ne peut pas s'en passer, c'est ça le problème. Vous allez voir comment est-ce que la démocratie marche dans les pays anglophones. Et quand dans les pays francophones, la démocratie ne marche pas. Parce que les Anglais et les Américains ont laissé les pays faire, anglophones comme le Ghana, le Nigeria, se faire. Ça aurait été la France la fois dernière, les élections qui ont eu lieu au Nigeria. Vous allez voir qu'ils allaient tronquer les choses. C'est ce que la France doit faire comprendre qu'actuellement, et il y a comment dirais-je le mot, une bombe à retardement d'ici 2020 parce qu'il y a le cas de Guinée, il y a le cas du Togo, aujourd'hui le cas de Bénin qui nous interpelle. Bien sûr que le cas de Talon, c'est autre chose. Ça, c'est la guerre des clans entre les deux leaders. C'est ça aujourd'hui, parce qu'en faisant la lecture des choses, c'est les deux leaders. Aujourd'hui, Yahi Boni a été lâché par la France. Aujourd'hui, Yahi Boni de Talon est soutenu par la France. Bon, vous avez constaté que la France laisse faire. Il n'a pas fait de déclaration. Tout ce qui s'est passé, il n'a pas fait de déclaration. Et il s'est fait que ça Monsieur Marcel, Monsieur Marcel, oui. Je crois qu'on donne toujours l'exemple de certains pays, puisque vous avez parlé du Bénin. Il y a quand même un remue-mélange au niveau du Bénin, et c'est toujours le rôle de la France, le rôle que joue la France dans ces pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce développement que nous sommes en train de voir au niveau du Bénin, qui est en train d'être complètement... mais qu'on ne va pas reconnaître demain. Non, au Bénin, vous allez comprendre que c'est un problème d'argent, hein, parce que le monsieur dont on a affaire aujourd'hui, c'est un milliardaire. Et c'est lui qui a fait Yahi Boni, c'est lui qui aurait financé. C'est pour cela qu'il était resté à côté de Yahi Boni plus de 7 ans, avant qu'il y ait eu les discordes, quand Yahi Boni commençait à dériver, le bateau commençait à prendre de l'eau, que l'autre s'est retiré. Vous allez comprendre. C'est pour cela qu'il y avait un problème d'empoisonnement entre eux. Mais comment est-ce quand le monsieur il est où? Il était resté en France. On a travaillé en France, on a tout fait. Malgré qu'ils ont, comment on appelle, ils ont injecté l'autre là, comment il s'appelle, Zinsou. Vous n'avez pas vu que ça n'a pas marché parce que c'est un problème d'argent. Zinsou, lui, vient pauvrement de la France. Bien sûr, on va lui donner. Voilà que celui-ci, il a déjà les milliards. Vous allez comprendre. C'est un problème d'intérêt aujourd'hui, c'est la France. Même au Togo, c'est ce que je voulais dire. Au Togo, c'est un problème d'intérêt. Parce que les grandes compagnies, les grandes sociétés qui sont dans ces pays-là, le coton qui le paie, c'est la France. Et le cobalt qui le paie, c'est la France. Et le fer, c'est la France. Et ils revendent à d'autres pays. Vous voyez? Donc, il doit toujours semer de la discorde. Vous-même, vous avez vu les élections du Congo et Kinshasa la fois dernière. Quand, entre-temps, la France avait dit autre chose, finalement, ils ont changé de version. Parce que sachant que, bon, peut-être on peut les retirer. Même en Centrafrique, tout ce qui passe aujourd'hui, c'est un problème d'or. Depuis qu'ils sont constatés que le président centrafricain a fait venir des Russes, mais vous allez voir comment ils sont déjà agités. Ils commencent à circuler, à passer dans les pays voisins pour pouvoir allumer encore le feu.
Voilà, c'est ça le problème de la France. Ils mettent le feu pour s'enrichir. Actuellement, vous avez vu le Mali. Ils ont fait les combats pour pouvoir chasser les djihadistes, mais les djihadistes sont encore là. Et ils sont là, ils sont en train de puiser l'or et les biens du Mali. Et ils quittent. Voilà le rôle de la France. Il doit falloir que la génération qui arrive maintenant, les chefs d'État des trentaines, quarantaines, qui vont arriver, ce sont eux qui vont dire maintenant à la France. Comme le disent certains, ils disent non. Laissons-nous même faire notre prix. Mais quand on veut empêcher ces gens-là, ces clairvoyants-là, vraiment la France est obligée. Avec tous les manifestations qu'il y a aujourd'hui entre Macron c'est un riche, il fait partie de la grande cour des riches. Mais aujourd'hui, il a tous les problèmes. Pour en finir avec les gilets jaunes. Donc, je pense que c'est ça la même chose pour les Africains. Il faut que les Africains aussi comprennent que, sauf c'est la rue, la manifestation, c'est pour dire à la France, dire non, on en a marre de vous. Vous n'allez pas toujours nous imposer des chefs d'État, malgré qu'ils font mal. Vous voyez, Faure Gnassingbé, d'après les dernières rumeurs, informations, il envoie des gens, des émissaires, qui sont matin, midi, soir à l'Élysée, au Quai des Sceaux, qui soient reçus parce que c'est pour aller faire encore des promesses. Vous voyez, dit non, donnez-moi la chance encore en 2020, ou 2025, j'ai des projets, le PND, je n'ai pas fini, je suis en train de faire tout cela, non, ce sont des farces. Donc, Ouais, Marcel Codier, vous voulez nous dire par là que M. Faure Gnassingbé est actuellement à pied d'œuvre entre la France et le Togo pour pouvoir négocier son 4e mandat ou bien 5e mandat, bien sûr. Oui, le gars, il a tellement, tu sais, c'est un vicieux. Il a tellement goûté à la chose qu'il ne veut pas partir. Mais la France actuellement, c'est à nous maintenant, c'est ce qui fait que la France maintenant est dans un dilemme. Il faut, nos manifestations, les gens le disent aujourd'hui, oui, la coalition a raté, mais ils ont vu. La France, ils sont en train de, au moins les experts voient que, au moins, l'opposition a pu faire sortir beaucoup de manifestants. Si jamais ils font l'erreur, est-ce que ces manifestants-là, l'opposition ne va plus remettre ces gens dans la rue? Qu'est-ce qu'il va devenir demain pour la France? Est-ce que les intérêts de la France ne seront pas partis? Donc ils doivent se méfier. Surtout que le garçon, le gars, il est décrit par tout le monde. Vous ne voyez pas que la CEDEAO même ne veut plus rien dire dans ces histoires du Togo. Parce que le gars a fait des promesses. Laissez-moi, oui, voilà, les gens ne veulent pas aller aux élections législatives. Laissez-moi, quand j'aurai la majorité, je vais voir, c'est les radicaux là qui sont à l'Assemblée qui nous font. Aujourd'hui, les radicaux sont partis. Il a la majorité. Depuis une semaine, lui-même, il a les autres. Ils n'arrivent pas. Déjà, les rumeurs commencent à circuler, oui, on veut envoyer le truc au référendum. Parce qu'ils se sentent que même les jeunes qui sont là, peut-être les partisans, par eux-mêmes, il y a les pros. Il y a une division même dans leur parti. C'est qu'ils ne font pas sentir. C'est nous, l'opposition, quand moins de choses, on sort dehors, devant les micros, mais pour eux, mais c'est le bec pour eux. Pourtant, il y a des divisions entre eux. Beaucoup ne sont pas d'accord que Faure aille encore. Vous voyez, donc Faure est en train de faire des tournées. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti voir le pape. Les histoires, c'est pour aller dire, oui, je suis l'enfant, j'ai écouté vos conseils. Le pape lui a dit, entre-temps, il faut écouter la voix de ton peuple. Mais est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous le voyez aller maintenant au Vatican avec les Kofi-Ko, parce que Kofi-Ko était l'ancien président de la transition, c'est pour lui dire, voilà, la transition n'avait pas marché, c'est grâce à le Haut Conseil n'avait pas marché parce qu'il y avait un problème des histoires d'aller expliquer au pape, mais moi je pense... Faure, lui, pense que le pape n'est pas informé. Ce sont les gens, les catholiques sont plus informés. Comment est-ce que toi, tu ne veux pas discuter avec l'évêque qui est sur ton territoire? Tu vas au Vatican. Mais même l'évêque, avant que le Faure il va demander, mais à comment il s'appelle, leur représentant apostolique, ou bien l'évêque, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez vous? Dites-nous au moins, avant que moi je ne reçoive le président. Il va là-bas raconter, amener avec sa famille pour aller raconter des histoires. Moi, je pense que l'évêque va l'écouter. Vous ne voyez pas que jusqu'à présent, ils n'ont pas sorti un communiqué. Si Faure avait vraiment, si le pape l'avait écouté, il allait sonner un communiqué. Ouais. Donc le gars a toujours resté encore pour voir. Le peuple ne veut plus de lui. C'est à nous maintenant de montrer aujourd'hui, nos amis de la société civile a pris la relève. La coalition, il y a une division. Maintenant, ils ont fait un meeting. Puis, au moins, c'est un premier meeting. Les gens ont accepté, les gens sont sortis, ils ont écouté. Ouais. Donc, il faut faire barrage à ce jeune. Il faut faire un barrage. Maintenant, il faut que l'opposition reprenne attache avec la société civile. Surtout nous, de la diaspora, là. Nous qui sommes des donneurs de leçons dans la diaspora.
Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, nous sommes trop des donneurs de leçons. Même aujourd'hui, le meeting, je vois, tout à l'heure, moi j'étais sur les réseaux là, les gens commencent à critiquer même le meeting de la société civile. Pourquoi Fabre était là? Mais qu'est-ce que veulent les Togolais? Mais on a appelé tout le monde. Fabre a lancé un appel à ses militants d'aller au meeting. Mais s'il va là-bas, Fabre est Togolais, il est de la société, au moins il est politique. Moi aujourd'hui, il reconnaît la société civile. Si les autres partis ne sont pas arrivés, ça, ce n'est pas la faute à Fabre. Moi, on ne va pas commencer à dire que oui, Robert Doucet, non, c'est pas Robert Doucet, le professeur, comment il s'appelle, Doucet, a des relations personnelles avec Fabre. Tout le monde a des relations avec Doucet. Vous voyez? D'accord. Il va falloir la diaspora ici arrête ces histoires. Quand la diaspora algérienne a motivé les autres, les étudiants à manifester, nous on est là, c'est pour vraiment découvrir les gens, hein, les dévester chaque fois matin, midi, soir. Mais comment on peut avoir? C'est qu'aujourd'hui les gens oublient que les organismes internationaux, là, tous ils sont sur les réseaux sociaux. Et ça, laisse-moi une minute pour te dire, vous voyez le cas de ce qui s'est passé à Abuja. Vous n'avez pas constaté que les anglophones ont défendu le Togo? Oui, ont défendu l'opposition. Mais ce sont les francophones là, les gens qui ont dit que oui, il faut laisser le gars n'en aime pour rien, parce que les gens diraient que... Mais vous avez vu les anglophones ont dit, et les lusophones ont dit que non, nous sommes sur les réseaux, nous attendons tout ce qui se passe. Voilà une preuve dont je ne peux pas. Je m'arrête là. D'accord, Barcel, je pense que quand on va arriver dans l'impact même des constitutions dans les présidentielles, je crois qu'on va encore développer beaucoup de choses. Alors, à Tissot, comme le dit le président général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et celui qui va contre les intérêts de la France, ils sont purement et simplement éliminés. Alors, Monsieur Marcel, essayez de prendre note parce que ce qui arrive là, c'est un peu important. Alors, à Tissot, voilà aujourd'hui ce que la France a mis en place et que les Africains doivent comprendre. Les crimes commis par les dirigeants français sont bien connus et aussi consignés dans les livres, écrits par des chercheurs, par des historiens, par des journalistes. Mais voilà comment ils expliquent ce que c'est que la répartition des rôles. C'est-à-dire le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, SDECE, est chargé de la désinformation. Est chargé de la désinformation. Maintenant, la DGSE, que vous connaissez aussi, c'est le principal service secret vers l'étranger qui a en charge le contrôle des gouverneurs à la peau noire. La DST de la France agit aussi, je dis bien, la DST, qui est la direction et de la sécurité du territoire, est supposée avoir son rayon d'action à l'intérieur de la France, agit aussi en Afrique. Vous savez qu'il y a la DST partout, même en Côte d'Ivoire, dans ces pays francophones. Il y en a. Donc, cette DST est supposée avoir son rayon d'action à l'intérieur de la France et agit en Afrique, comme je l'ai dit. Il s'agit aussi de protéger la France des dangers de l'immigration. La DST est une police politique, je dis bien, la DST est une police politique qui fait la coopération avec l'ensemble des polices politiques de toutes les dictatures du monde. Et cette direction, c'est une direction de renseignement, la DGSE. La DGSE et la DST et le SDEC, il y a encore une direction de renseignement militaire. Tout cela a été ficelé dans l'époque du général de Gaulle. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous donner comme ces services, quoi que vous allez faire, la plante, voilà comment la France joue son rôle pour que non seulement elle ficelle tout ce qui se passe à côté. Alors à tous ceux, je vous donne une idée de la répartition des clés de ces services. Alors, quelle est votre analyse? Et nous allons déboucher sur les solutions.
Alors, monsieur Nyawa, on dit souvent qui veut la paix prépare la guerre. C'est ça la France. La France sait que comment la France sait qu'il exploite à outrance l'Afrique. Alors, comment rester dans l'exploitation de l'Afrique à outrance, mais étouffer les Africains? Alors, il faut créer des services qui vont contrôler et désinformer les Africains. C'est ça, tous ces que tu as cités tout à l'heure. Alors, il faut aussi rappeler que ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique, même au niveau des autres puissances. Ils s'espionnent. Ces agences-là, c'est pour espionner l'ennemi. Bon, ils ne nous considèrent pas comme des amis. C'est des ennemis en Afrique. Donc, ils sont là pour nous espionner, pour voir nos actions et nous contrecarrer. Alors, ceci dit, nous, c'est aujourd'hui on est en train de parler de toutes ces choses-là. La France réfléchit et est en avance sur nous. Alors que nous, on parle de ça, eux, ils ont déjà trouvé quelque chose. La preuve, vous savez que l'Internet, c'est récemment laissé à la population, alors que les armées utilisaient l'Internet depuis. Quand ils ont trouvé quelque chose de supérieur, ils donnent ce qu'ils avaient, ce qui est obsolète à la masse. Alors c'est ça. Quand tu parles de ces DG, tout ça là, ils ont créé d'autres services en catimini pour que si nous savons qu'il y a DGS qui fait ceci, d'autres services travaillent à la place de ces DGS. Alors, c'est ça la France. Nous, Africains, nous, on ne fait pas tout ça là. On est perdus. On est perdus, on ne s'occupe pas de nos populations. Et la France a fait de telle sorte que il cherche toujours à placer des corrompus à la tête de nos États. Et ces corrompus jouent un rôle très, 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 très important dans le reculement de l'Afrique. Alors, nous allons arriver à des solutions. Et j'ai des propositions à faire. Et si, je pense que si nous devions trouver des solutions. Voilà, si nous agissons de la manière dont je pense, même si on n'arrive pas à juguler tout, la France va commencer par réfléchir, voir que les Africains sont en train de réfléchir. Donc de toute façon, avant d'arriver à notre ami Marcel Codier, parce qu'il va aussi poser, il va aussi parler de ce qui se passe, mais avant d'arriver sur Marcel, je voudrais quand même, peut-être qu'on peut parler de ces solutions, ce que vous avez dans vos bagages pour qu'on puisse le ficeler. Parce qu'on ne peut plus s'asseoir, parler de la France, nous le savons avec cette France-Afrique, nous le savons parce que la France, elle menace, elle s'impose, elle fait tout ce qu'il lui faut pour pouvoir s'autosuffire. Alors, à Tissot, je pense que si vous avez des solutions, je vous donne le temps de les apporter. Monsieur Nyawa, ma première solution, l'Afrique étant faible devant la France, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tisser des alliances. Mais tisser des alliances avec qui? Tisser des alliances. Il y a la Russie qui ne s'attend pas avec la France sur le rôle que la France joue en Afrique. Donc, nous pouvons nous allier à la France. Vous n'êtes pas sans savoir que la Centrafrique, qui vient d'acquérir des services militaires de la Russie, et la France commence par décrier pourquoi les services secrets, les militaires russes sont sur le territoire centrafricain. C'est ça. Il faut commencer, les chefs d'État africains doivent commencer par multiplier ces alliances avec la Russie. Donc, il faut faire une décentralisation au niveau des relations afin de pouvoir... Voilà, qui peut me protéger? Si je tiens tête à la France, si un président... C'est pourquoi je dis toujours que l'Afrique, aujourd'hui, n'a pas besoin des hommes, des institutions fortes. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des hommes forts pour pouvoir implanter des institutions fortes.
et pour Vous pouvoir l'avez tenir toujours tête, dit, oui. pour pouvoir tenir tête à nos colons. Si un Faure Gnassingbé, s'il décide aujourd'hui qu'il veut enlever le Togo de la main de la France, est-ce que Faure Gnassingbé peut faire quelque chose sans l'apport d'une puissance? Alors que si Faure Gnassingbé va maintenant en Russie négocier avec Poutine, Poutine lui envoie des conseillers militaires. Mais pourquoi voulez-vous que Faure Gnassingbé aille encore en France? Parce qu'il a déjà fait combien d'années au pouvoir, alors que les Togolais veulent Non, une alternance? c'est un exemple seulement que je donne. C'est que si un président africain, précisément Si un autre président de africain, l'Afrique comme ça occidentale, pouvait être le cas de Laurent Gbagbo. voilà. Et si Laurent Gbagbo avait des alliances avec la Russie. Mais il avait encore des alliances avec la Russie, bien sûr, et la Chine. Oui, mais ce que je dis, avoir des alliances militaires avec la Russie. Et que si les militaires français arrivent, ils voient que, il y a les militaires russes sur le terrain. Ils ne vont pas aller droit au but. Mais ils vont réfléchir. N'oubliez pas que la France, dont nous sommes en train de parler, qui joue un rôle imminent au niveau des présidentielles, dans la chute des présidents en Afrique, la France a ses bases militaires sur votre sol. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ce que je dis. Si, aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut, ou bien un président africain de l'Afrique francophone veut couper avec la France, mais tu veux couper avec la France, tu négocies avec la Russie, avec une autre puissance. Mais quel président? Et après, tu viens, tu dis... l'Afrique aujourd'hui, francophone, les présidents qui sont là, quel président que vous pouvez voir qui peut réellement tisser ces liens de relation avec la Russie? C'est ce que je dis que l'Afrique... Quel est ce président? C'est ce que je dis que l'Afrique a besoin des hommes forts. D'accord. S'il y a un homme fort qui arrive et qui veut couper avec la France, comme Kagame l'avait fait avec la France, jusqu'à même couper avec le français. Donc ce n'était pas... c'était un homme fort à l'époque. D'accord. Il avait pris des décisions contre une puissance. Alors, oui, parce qu'il a des soutiens d'une autre puissance, les États-Unis. Vous croyez que si les États-Unis n'étaient pas derrière Kagame, est-ce qu'il peut couper avec la France comme ça? Non. C'est pourquoi je dis, dans un court terme, nous pouvons tisser ces alliances pour faire réfléchir à la France. D'accord. Merci. Donc, Monsieur Atisso, la France est toujours présente sur nos sols. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des accords de défense et de coopération qui ont été signés pour que la France aussi, nous, intervienne quand il y a des guerres chez nous. Mais comment cette Afrique ne s'est jamais présentée devant une telle situation? Se battre avec un autre pays, c'est toujours même Afrique. Et pourquoi la France a signé ces accords de coopération de défense? C'est un autre rôle. Alors, avant de revenir sur ce plateau, je vais aller du côté de Marcel. Monsieur Marcel, je pense que vous avez écouté tout à l'heure les services secrets de la France, comment la France s'impose sur le sol africain. Vous avez aussi compris les relations, les accords de coopération et de défense qui ont été signés. Alors, Monsieur Marcel, je pense que vous allez un peu parler, mais nous avons aussi besoin des solutions qu'il faut aujourd'hui pour s'imposer, pour que la France puisse être contrainte pour quand même libérer cette Afrique-là. Oui, Serge, vous savez, le problème de la France, c'est un problème épineux. Vous savez, la France est en Afrique depuis des siècles, des années. Depuis 1950 que les accords de défense dont on parle aujourd'hui, ces accords-là sont financés par qui? Par nous les Africains, nos chefs d'État africains. Les bases militaires là, donc ils sont en Côte d'Ivoire, Sénégal, ils sont dans les pays en Centrafrique, on parle là. Ce sont nous les Africains. La France a quel intérêt tout là pour aller financer des bases comme ça en Afrique? Pourquoi on a mis toutes ces bases-là en Afrique? C'est pour recevoir de l'argent de ces chefs d'État. Ils donnent gros. Vous savez que la sécurité coûte. Ça, la sécurité coûte. Donc, c'est pour cela. Ils sont là. Vous n'avez pas vu qu'ils ont une stratégie là. Ils envoient des experts
des formateurs, des histoires. Vous allez à Togo, vous allez voir les Blancs dans des voitures 4x4 avec les eux on dit quoi, AT ou bien comme ça, assistants techniques. Mais ce sont des Français, des colonels, ils sont qui voient, qui sont payés par notre contribuable, comme le contribuable togolais. Mais qu'est-ce que ces gens-là font souvent? Ça veut le voir dans des consignes, allez, non, ça c'est la France. Le matériel, c'est eux qui nous vendent encore. La France, nous ne pouvons pas le déguerpir en même temps qu'on le dit en Afrique, parce que ça va créer encore une autre guerre. Mais nous devons traiter avec la France égal. La France ne va pas nous dire que oui, moi je vais vous envoyer 50 experts, vous allez prendre les 50 experts, les loger dans des villas, les faire avoir tous les histoires, les intérêts, donner leur salaire 1 million ou 2 millions par mois. Voilà que quand ils sont en France, ils n'ont pas ce salaire. Nous allons prendre des erreurs, nous ne pouvons pas prendre, mais voilà, nous allons les traiter sur le même pied d'égalité que nos officiers supérieurs qui sont ici. Là, quand ils viennent là, ils savent qu'ils ont un travail, un devoir à faire. Mais quand tu les vois, ils viennent là, c'est pour parler de gros français, ils se chuchotent là, et puis après tout, ils prennent des salaires mieux. Il faut voir comment est-ce qu'ils vivent à Lomé. Même en Côte d'Ivoire, moi j'étais resté en Côte d'Ivoire, allez à la base de Port-B, vous allez voir comment ces militaires français là, quand ils sont sur la côte, comment ils vivent, ils sont à l'aise. On ne peut pas jamais s'en passer totalement de la France, mais il faut négocier d'égal à égal. La France, il pompe nos minerais, il prend assez d'argent pour les défendre, la sécurité. Au Mali, là, vous ne savez pas, ce sont des milliards. Tout ce qui se fait au Mali, là, c'est le Mali même qui paie, ce n'est pas la France. Voilà, il faut négocier avec eux. Quelle solution? Aujourd'hui, peut-on avoir une solution là? Moi, ma solution, c'est de négocier. Il faut négocier avec la France. Écoutez, voilà, donnant, vous nous donnez ceci, nous on vous donne ceci, nous on donne ceci, on vous donne ceci. Mais de nous permettre de tisser des relations avec d'autres partenaires comme la Russie, la Chine et les autres puissances. Mais quand il doit falloir que oui, nos chefs d'État couchent chaque fois parce que pour protéger le pouvoir, il faut que tous ils aillent signer des contrats avec la France. Donc c'est pour cela, pour vous maintenir au pouvoir. Donc ceci, il faut revoir. Il ne faut pas que la France seule s'achat de la sécurité ou bien de la défense d'un pays, de protéger nos chefs d'État. Et c'est un problème très épineux, parce que le problème de la France est un problème très épineux. Les gens le voient comme ça, que bon, non, on ne peut pas résoudre cette affaire dans 1 an, ni 2 ans, 5 ans. Donc c'est la génération à revenir, je le dis encore, les nouveaux chefs d'État qui vont arriver. Il faut traiter avec la France égal. Nous n'allons pas permettre à la France qui nous dit encore tel, voilà notre ligne, voilà la feuille de route que vous devez suivre. Parce que vraiment, nous avons... regarde ce qui s'est passé au Bénin la fois dernière. On dit qu'il y a des risques qui ont été enlevés. Je ne sais pas si on les a retrouvés. Tout cela, ce sont des manigances de la France. Et bon, selon moi, mon analyse, pourquoi c'est au nord de là, dans la zone de Yaïboni, on aurait enlevé? Peut-être c'est une manière aussi de venir s'imposer, de s'installer là-bas. Surtout qu'on a dit que oui, aujourd'hui, les terroristes, là, ils ont quitté le Burkina, ils sont infiltrés vers le Togo, vers le Bénin, au nord du Bénin. Et automatiquement, le mercredi, on nous dit que oui, un coup, une famille a été enlevée dans les bois de tout là. Mais c'est là, vous allez voir. Bon, on demande à Talon, et tu sais, tu peux nous financer au moins d'1 milliard. Nous allons envoyer notre base, certains là, aller chercher nos autres. Et ils vont s'installer 1 mois, 2 mois, 6 mois, même 1 an. On va nous dire qu'ils n'ont jamais vu ces gens-là. Et même, vous savez, les gens disent souvent que le terrorisme qui le finance, ce sont eux. Où trouvent ces terroristes-là, les armes qu'ils utilisent, les armes sophistiquées, là où est-ce qu'ils les trouvent? Mais ce sont des armes vendues par les Français à ces terroristes. Et vous savez que ces terroristes-là, ils vivent de la drogue. Et ce sont des grands trafiquants. Vous voyez la situation actuelle. C'est ça. Ils mettent le feu, peut-être pour pouvoir faire Aïboni, on va te calmer parce qu'il y a une situation au nord là, on ne sait pas, on ne peut pas te soutenir. Actuellement, avec ta situation avec Talon, écoutez, nous allons envoyer de l'armée ici pour aller sécuriser le nord pour qu'il n'y ait plus encore de trucs là. Parce que les gens pensent, même au Bénin actuellement, les gens pensent que peut-être ils doivent financer une rébellion contre Talon. Mais peut-être c'est une stratégie pour que la France a précipité les choses, pour dire, je vais. Vous n'avez pas vu que Yaïboni a dépêché comment ils appellent, les dozos du Nord sont venus avec les fétiches d'histoire, les gens. Ça, ce sont des trucs pour influencer. Pour dire, oui, je dois voir. Et oui, vous-même, vous connaissez les histoires des dozos. Comment ça a commencé en Côte d'Ivoire?
Ah, et donc, vraiment, c'est un grand problème épineux. C'est un grand problème épineux. Mais, puisque, Marcel, vous avez parlé des dozos, nous pouvons aussi essayer de mettre en place ces dozos. Hein, parce que quand vous voyez ces dozos, peut-être qu'on les néglige, mais c'est des gens qui peuvent faire quelque chose devant les fusils parce qu'eux-mêmes, ils le disent. Donc, Non, je reconnais, il y a moi-même, toujours solution à un problème. Oui, oui, moi-même dans ma région, c'est ce que vous avez tous les événements, tous les récemment palinés. C'est ce que nous, on appelle les abraforts ou bien les asafos. D'accord. Ça, c'est culture. Il y en a, on reconnaît, nous, on reconnaît, il y a ces gens, les anciens guerriers qui ont travaillé avec les anciens chefs traditionnels. Même au Ghana, partout, il y a ces histoires-là. Mais ce sont des gens qui ont une force mystique. Vous savez, ce sont des gens qui ont des forces mystiques, mais qu'on n'a pas développé. Des gens comme ça, on devait développer des gens pour en faire de l'armée. Tu vois, mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont avec leurs anciens fusils, là, ils utilisent leurs anciens fusils. Vous savez que dans nos cultures, il y a des anciens fusils, là, même on peut mettre de l'eau et tirer, même des cailloux. Ça peut tuer même du sable. Ce sont des trucs mystiques. Les dozos, ils ont une force. Mais il faut que les politiques arrêtent d'utiliser ces gens-là. C'est quand les gens ce sont des villageois, ils sont les gens qui cultivent la terre matin, midi, soir, ils sont démunis. Le cas de la Côte d'Ivoire, ce sont les gens qui travaillent dans les cacao, les histoires là. Aujourd'hui, mais quand on connaît leur puissance, on va les prendre, comme on les met dans l'armée. Vous ne pouvez pas s'en passer. C'est ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire, tous ces milliers de dozos du Mali, de la Guinée qu'ils ont recrutés, eux, je dis, ils sont obligés de les intégrer. Ceux qui ne peuvent pas intégrer, ils sont là, à la charge de l'État. Et si demain les mêmes dozos reprennent au Bénin, même au Togo, quand déjà un préfet commence à alerter, disent que les dozos vont reprimer une marche des histoires, vous savez, ça réveille déjà les intentions. Ceux qui ne savaient pas que les histoires des dozos, là, ça rappelait beaucoup de personnes sur les réseaux. Vous allez comment ah bon, il y a encore cette force-là, les gens sont là. Il y en a dans nos cultures. Et il faut se méfier. Moi, ce sont des gens, moi je reconnais que des gens comme ça, on peut les prendre à l'armée, l'utiliser à l'armée, pour des conflits. Mais si on les prend pour pouvoir protéger un pouvoir, c'est ce que moi je vois que c'est mal. D'accord. Je pense que nous devions travailler là-dessus parce que avant d'arriver à nos sources, il faut vraiment mieux travailler parce que le rôle de la France est un rôle qui est beaucoup important et les Africains doivent beaucoup y penser. Alors, je reviens dans ce studio pour dire bonjour à notre ami Rodrigue Lacton qui est avec nous. Alors, Rodrigue, je pense que vous avez pris le débat en marche. Le sujet d'aujourd'hui, le rôle de la France dans la chute des présidents panafricains et l'impact des constitutions dans les présidentielles en Afrique francophone. Alors, tout simplement, nous connaissons ce rôle. Vous pouvez déterminer ces rôles, mais tout ce que nous voulons, comment aujourd'hui l'Afrique, les solutions que nous devions quand même prévoir pour que l'Afrique puisse réellement appartenir aux Africains, ça sera vraiment mieux parce que nous avons vu les services secrets, tout à l'heure vous n'étiez pas là, j'ai essayé d'énumérer les services secrets de la France. Quel est le rôle de ces services secrets auprès des pays africains? Tel que, je vous le dis, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage qui est chargé de la désinformation, la DGSE, qui est le principal service secret vers l'étranger et qui est en charge de contrôler les gouverneurs de l'Afrique de la peau noire. Et puis la DST, qui est supposée avoir un rayon d'action à l'intérieur de la France, agit aussi en Afrique. Et ça protège aussi la France des dangers de l'immigration. Et c'est une police politique qui fait la coopération avec l'ensemble des policiers et des polices politiques de toutes les dictatures du monde. Alors, nous connaissons tout ceci, M. Rodrigue. Si vous avez quand même le rôle que joue cette France dans la chute des présidents panafricains, vous nous apportez ces rôles et vous nous donnez en même temps les solutions. Comment il faudrait qu'on arrive, l'Africain arrive aujourd'hui à s'imposer. Parce qu'il faudrait qu'on aille directement à l'acte. Monsieur Rodrigue.
Oui, je dis bonsoir d'abord au panel et bonsoir à Tempo Afrique TV et bonsoir aux téléspectateurs. Et d'abord, Je ne vous coupe pas, mais jusqu'aujourd'hui, depuis quelle année jusqu'aujourd'hui, depuis 1962 jusqu'aujourd'hui, on a 21 présidents qui ont été assassinés par la France. Ok. Oui, je voudrais aussi partir de là, depuis les indépendances. Nous allons noter que juste après les indépendances, nous avons eu effectivement des présidents panafricains, des présidents africains, je dirais, ceux qui aiment vraiment l'Afrique, qui voudraient quand même sortir l'Afrique. C'est pourquoi je les appelais panafricains, parce Oui. que tous ces présidents africains qui sont aujourd'hui, ils sont sur le joug de l'extérieur. Oui, et alors ces présidents, je dirais que c'est des gens qui étaient vraiment, je dirais, clairvoyants et qui voudraient quand même faire quelque chose pour l'Afrique. Mais moi, j'ai noté une chose, l'erreur qui a été commise, c'est que malgré qu'on a senti qu'ils étaient des panafricains, ils n'ont pas eu le temps de préparer une vision pour l'Afrique, une vision politique personnelle à l'Afrique. Ils ont voulu transformer les choses en étant subordonnés à la vision imposée par les impérialistes. Et la preuve, c'est que les constitutions, tout et tout, étaient toujours basées sur ce que les impérialistes nous ont donné. Donc, c'était l'erreur. L'erreur a commencé à partir de là. Vous voyez, si c'était qu'on avait quand même eu notre propre vision, on avait préparé les bases, on aurait quand même pu s'en sortir. Mais vous avez l'exemple de Thomas Sankara qui sortait directement de cette réserve pour dire aux Français, nous, aujourd'hui, les crédits que vous nous avez donnés, moi, Thomas Sankara, je ne vais pas payer ces crédits parce que c'est le fruit de l'esclavage. Et que si M. Félix Houphouët-Boigny veut rembourser ses crédits, qu'il prenne maintenant son avion, mais moi, Sankara, je ne pourrais pas rembourser ses crédits. Oui, donc Sankara était quand même l'élément sûr. D'abord, on ne peut pas libérer un peuple avec la vision du monde de son oppresseur. Ça, ce n'est pas possible. Des gens qui vous oppressent, vous ne pouvez pas brandir leur vision du monde et dire que vous voulez vous battre contre eux. C'est l'erreur que nos politiciens, les pères de l'indépendance ont commise aussi. C'est l'erreur qui continue pas à être commise jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous devons préparer nos peuples. C'est ce que j'ai toujours dit. Que si nous voulions toujours rester dans cette vision du monde, parce que c'est comme si je joue dans ta maison, je joue sur ton terrain. Tu connais bien ton terrain, tu as préparé le terrain, tu sais, tu connais tous les rouages de ce terrain-là. Donc je ne peux pas utiliser ce terrain-là pour te battre. Ce n'est pas possible. Donc lorsque les gens parlent de négocier avec les Occidentaux, ce n'est pas possible. C'est comme une proie. C'est comme il y a une négociation entre une proie et son prédateur. Mais lorsque le prédateur a faim, le contrat contre nature qui est entre le prédateur et comment l'appelle-t-on, et la proie est automatiquement rompu. Il te bouffe et après on peut parler. Donc comment vous voudrez négocier? Vous êtes une proie et vous voudrez négocier avec le prédateur. La solution, c'est de couper tous ces jalons-là, couper les liens. Et lorsque... Est-ce qu'il faut les couper rapidement? Oui, le problème que nous avons actuellement, c'est que nous pensions que nous sommes dans ce système de globalisation qui pousse les pays à penser au développement. Lorsque vous pensez au développement, ça voudrait dire que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un. Parce que si M. Atisso est ici et je dis qu'il est développé, ça voudrait dire que je cherche aussi à être développé comme lui. Donc, il y a en même temps il y a un certain conflit et une certaine comparaison qui m'oblige à penser que je suis en retard. C'est là le problème de l'Afrique. Nous ne sommes pas en retard par rapport à personne. Nous ne sommes en retard. Mais comment est-ce que nous allons couper? Justement, c'est de ça que je suis en train de parler. Nous ne sommes pas en retard. C'est-à-dire, c'est le fait de penser que nous devons nous développer, nous sommes en retard, nous devons nous rattraper. Lorsque nous avons ces pensées-là, on ne peut jamais faire quelque chose de solide. C'est pour ça que je dis, si nous rompons avec ces gens, rompre comment? Préparons la base.
commençons par enseigner l'histoire de l'Afrique aux Africains. D'abord, parce que lorsqu'un peuple perd son histoire... Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est mieux juste. Il faut maintenant commencer dès la base. La base, c'est qu'à l'école primaire, il faut commencer à former nos enfants qui commencent dès le bas âge. Bien sûr. Mais ces mêmes personnes qui constituent aujourd'hui et qui sont les présidents à la tête de ces pays, ils sont encore là pour bloquer cette situation. Je comprends très bien. Stratégie. Je comprends très bien cela. Je sais que nous sommes dans un combat très serré et nous devons aller avec toutes les ruses et toutes les malices possibles. Nous connaissons la situation aujourd'hui présente dans nos États. Donc, nous n'allons pas aller imposer l'éducation que nos pays vont imposer sur leur territoire. Nous n'allons pas le faire. Mais nous avons quand même les moyens de pouvoir... Il y a l'Internet qui est un peu partout. On a les moyens de pouvoir diffuser des informations. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une révolution, par exemple? Révolution, vous faites... Qui peut être un ouragan. Vous faites cette révolution-là dans quel système? C'est ça le problème. Regarde combien de révolutions il n'y a pas eu en Afrique. Combien de révolutions nous n'avions pas eu. On a l'impression que nous avons l'arbre qui est là et la révolution vient faire tomber une feuille, une autre feuille pousse et devient même pire. Si nous comparons les présidents de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais de l'autre côté, au Soudan, on a quand même eu l'exemple de Béchir. Béchir est parti, qui va venir? Pour le moment, on ne sait pas le Soudan, on ne connaît pas comment l'appelle-t-on, la situation dans laquelle le Soudan sera d'ici 2 ou 3 ans. Lorsque les dictateurs tombent, les Africains crient. Mais quand les dictateurs tombent, ce qui est préparé, qui revient en charge devient parfois même pire. C'est pourquoi je donne toujours l'exemple du Sénégal et du Bénin à côté. On a crié que Kérékou était dictateur. Soglo est venu, on a dit qu'il était pire. Et comment l'appelle-t-on? Et l'autre, Boni est venu, il est pire. Aujourd'hui, Talon est là, on dit qu'il est un démon. Et ce qui est marrant, si je retourne un peu sur la situation du Bénin. Oui, parlez-en. Lorsque la révolution, moi je n'appelle pas ça révolution, lorsque les gens se sont révoltés, sont dans les rues, vers qui ils se sont retournés? Vers, comment l'appelle-t-on? Yahi Boni. Mais Yahi Boni n'est pas différent de Talon. Si les Béninois, c'est ce que je dis, que nous avons perdu notre histoire, nous avons perdu l'être que nous sommes. C'est pour ça, laissez-moi terminer ceci. Nous avons perdu notre histoire, nous avons perdu notre être. C'est pour ça que on a l'impression que lorsqu'on a un problème avec un diable, on court vers un diable pire que l'autre. Regarde au Bénin, il y a qui au Bénin par exemple? Il y a Kémi Seba, qui est au Bénin par exemple. On peut pas le peuple béninois ne peut pas courir vers celui-là qui fait un combat quand même un peu différent, qui sort un peu du système. Non. Ils préfèrent rester dans le système. Ils s'en vont. Si aujourd'hui on donne aux Béninois, et comment l'appelle-t-on, Yahi Boni, ils vont le prendre. C'est de la même manière, si on donnait aux Sénégalais aujourd'hui, Ouad, ils vont le prendre. Vous comprenez? Donc, on a l'impression qu'on ne veut pas sortir du système. On veut rester dans ce système-là. Alors que c'est un système prédateur-proie. Et le rôle de la France s'impose toujours. Bien sûr, tant qu'on est dans ce système, il y a le téléguideur. Et le téléguideur, c'est qui? C'est l'Occident. Donc, on ne peut pas dire que non, on va négocier. Comment on va négocier avec des gens qui savent que vous êtes l'objet de leur survie? Vous comprenez? Alors, vous voulez nous dire que la France prépare une rébellion et après, elle vient quand même... Ce n'est pas qu'elle prépare une rébellion. C'est la France, l'Occident d'une manière générale, ils sont là, ils téléguident. L'Occident. Lorsque il y a une révolution, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 pas en arrière, ils regardent. Est-ce que notre marionnette peut résister? Si notre marionnette ne peut pas résister, très rapidement, ils vont aider la population à le dégager. C'est pourquoi il y a toujours ces bases militaires sur nos sols. Il y a les bases militaires sur nos sols. Bon, ce n'est pas tous les pays. Par exemple, quand on parlait des bases militaires, tout de suite, je voulais rectifier une chose. Au Togo, il n'y en a pas encore eu. Et ça, c'est grâce à Yadima, malgré qu'il soit dictateur. Il a fait ce combat-là en refusant qu'il n'y ait pas de base militaire au Togo.
Et c'est ce qui le différencie un peu de Mais Houphouët-Boigny. il y a quand même des éléments français. Il y a des dans éléments le français, gouvernement togolais. mais il n'y a pas de base. C'est pour ça que lorsque les choses se passent au Togo, souvent, on fait appel un peu à la Côte d'Ivoire et au Bénin, etc., pour que les soldats français puissent venir. Vous vous rappelez quand la frontière au Togo était fermée, lorsque Yadema était mort. Donc, on avait fait appel quelque part aux militaires. On disait qu'ils étaient restés au Bénin, stationnés au Bénin, etc. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que tout ce dont on parle comment l'appelle-t-on, les bases militaires, tout ça là, c'est base aux accords qu'on avait eus depuis les indépendances. Et il y a un problème aussi que nous ne voyons pas. Lorsque nos pays sautent qu'ils ont leurs indépendances, au même moment, nous sommes en train de lutter pour avoir une Afrique forte. Alors que la base même de la division que l'Occident a instaurée en Afrique, ce sont ces indépendances-là. La réalité, c'est ça. Les indépendances, en réalité, permettent, parce qu'on te dira que tu es patriote, je suis un Togolais, je brandis mes drapeaux. Le simple fait de brandir mon drapeau me coupe automatiquement de l'Afrique. C'est ça la triste réalité. Nos drapeaux, on nous les a donnés pour que nous, c'est-à-dire, je sente que je suis Togolais. Vous sentez que vous êtes Ivoirien. Déjà, c'est un signe de division. Donc, pour vous, quand on brandit déjà les drapeaux, Qu'est-ce que vous reconfortez l'impérialisme. Vous reconfortez la balkanisation de l'Afrique. Puisque c'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est eux qui ont déterminé les limites et disent que ici c'est le Togo, là c'est le Bénin, là c'est la Côte d'Ivoire. Alors, lorsque Nyawa brandit le drapeau ivoirien, automatiquement il dit que moi, bien que étant africain, je suis ivoirien. Alors que nous voudrions que Nyawa et Atisso et moi et le frère Marcel, nous soyons ensemble africains. Donc on retourne encore dans le système du colonisateur. Nous reconfortons le système du colonisateur. Donc là, eux, ils s'en lavent les mains et ils nous regardent. Vous me donnez l'occasion, quand on dit il y a les indépendances et on sort, il y a indépendance du Sénégal ou bien de la Côte d'Ivoire, du Togo, on arrive et puis bon, on essaie quand même de mettre en place nos hymnes nationaux ou bien de défiler ou bien de faire une fête. Mais moi, j'ai dit que je ne suis pas indépendant, je ne vais jamais assister à une fête. Justement, jamais me présenter. Justement, c'est normal. Puisque je dis que en faisant cela, hein, c'est que nous reconfortons la division que le système nous a imposée. Nous reconfortons la division que le système nous a imposée. Le système voudrait que quelques jours plus tôt ou bien plus tard, qu'un pays dise que voilà le jour de mon indépendance. Et ils fêtent leur indépendance. Fêtant ton indépendance. Alors que vous êtes en train de vous battre pour dire que vous voulez avoir une Afrique forte. Vous voulez avoir une Afrique comme les États-Unis. Vous voyez? Donc, lorsque le Togo crie, je suis indépendant, le Bénin crie, je suis indépendant, quand est-ce que nous allons être ensemble? Vous voyez? Si on ne réfléchit, c'est pourquoi je dis que le problème que nous avons, c'est un problème de racines. Donc pour vous, nous ne sommes pas encore pas indépendants. Du tout. On est indépendants sur les lèvres, mais il n'y a aucun pays africain indépendant. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Aucun pays africain n'est indépendant. C'est-à-dire, c'est une indépendance dans l'interdépendance. Comme Houphouët l'avait dit, qu'il veut l'indépendance dans l'interdépendance. Et les gens pensent que c'est lui qui a eu raison. C'est Houphouët qui a eu raison. Aujourd'hui, nos pays sont indépendants dans l'interdépendance, puisqu'ils ne se gouvernent pas eux-mêmes. Donc, si nous ne revenons pas à la base, commençons surtout, effaçons de notre esprit cette histoire de retard. Nous ne sommes pas en retard, parce qu'il faut se poser la question, tu es en retard par rapport à qui? C'est pour cela que l'Occident fait tout pour mettre des choses qui vont vous mettre dans le système. Par exemple, la globalisation. Ils nous mettent dedans, comme ça, tu te compares à l'autre. Tu diras que, regarde, comment l'appelle-t-on, le Rwanda par exemple, et il y a des grands buildings là-bas, eux, ils se développent. Quand tu penses comme ça, tu ne vas jamais couper la racine. Tu vas chercher seulement à enlever les feuilles et... Ça va toujours pousser. D'autres feuilles vont pousser et seront pires que les feuilles qui avaient poussé. Vous comprenez? Donc, faisons face à la base. Faisons face à la racine. Si nous ne faisons pas face à la racine, on ne peut jamais y arriver. D'accord.
Merci. Je crois qu'on va aller du côté d'Atisso. Merci encore, Rodrigue Lawson. Je pense que, M. Atisso, vous avez écouté l'intervention de notre ami Rodrigue Lawson. Vous avez écouté aussi Marcel Codier. Vous avez sûrement des informations, sinon je dirais beaucoup de solutions. Il y a l'impact, surtout, des constitutions dans les élections présidentielles en Afrique francophone. Ces constitutions qui sont toujours trop patrouillées. Hier, nous avons vu M. Alpha Condé qui est allé où? En Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il cherchait là-bas. Mais ce qui est sûr, M. Alpha Condé est en train de se préparer pour un autre mandat. Un troisième mandat. Un troisième mandat. De l'autre côté, on nous aurait appris aussi que M. Ouattara, je dis bien, on nous aurait appris. Donc, on situe ça sur deux concepts. Si c'est vrai, en tout cas, on aurait le temps d'en discuter. Mais on nous aurait appris que M. Ouattara veut fixer, je dis bien, veut fixer la Constitution. On ne sait pas ce que ça veut dire. Veut fixer. Ça, la Constitution a été déjà mise en place, elle a été déjà changée. Maintenant, on veut la fixer. Maintenant, de l'autre côté, au Togo, M. Flore, en train de faire beaucoup de remis-mélange, allait même voir M. Ouattara, et peut-être que M. Ouattara, qui sait de, comment on appelle, de relations entre la France et puis l'Afrique, le reste de l'Afrique de l'Ouest, va peut-être poser son cas pour que Flore puisse aller voir l'Élysée pour un quatrième mandat, ou bien un cinquième mandat. Alors, tout ça, c'est compliqué. Alors, j'ai toujours dit, M. Atisso, pour tout ce qui se passe, nous avons besoin des solutions. Parce que l'Afrique aujourd'hui continue d'être molestée. L'Afrique aujourd'hui continue les troupatouages. Les éléments de l'Afrique sont en train d'être tués. On ne sait pas où on va. Alors, Atisso, au vu de tout ceci, quelle est votre analyse et quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser pour que, encore une fois de plus, je reviens à la charge, pour que la puisse nous appartenir, nous les Africains. Monsieur Nyawa, merci pour la longue question. Je pense que le problème numéro 1 de l'Africain, c'est que pour tenir tête à des puissances, je le dis encore, il faut des hommes forts. Alors, pour que tout le continent, toute l'Afrique supporte ces hommes forts, qu'est-ce qu'il faut? Rodrigue l'a déjà dit, nous devons faire comprendre à l'Africain que le système dans lequel nous sommes, ça ne fait que avantager les Européens et ça ne fait que nous nuire. D'accord. Alors, je reviens. La France choisit son président. Voilà. Mais quand on vient en Afrique, est-ce que réellement c'est le peuple africain qui choisit son président? Alors que cette même France nous montre cette démocratie en choisissant ce président. Mais quand on revient en Afrique, c'est la France qui vient encore choisir notre président, M. Atisso. C'est un rappel que je voulais vous faire. Oui, je sais. C'est ce que je dis. La France elle-même avait connu une révolution. Parce que, à un certain moment donné, ils se disent que, vraiment, on est exploité. C'est pourquoi il y avait eu la prise de la Bastille. Alors, aux Africains maintenant, pour tenir tête à la France, à des puissances, je dis bien, il faut des hommes forts. Pour qu'il y ait des hommes forts, je sais aussi que les hommes forts ne se nomment pas. On ne les élit pas. Ils se dégagent, les hommes forts. Donc, et l'idée c'est la solution, alors, la solution que vous apportez. Ma solution aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller droit au but en même temps et couper avec la France. Il faut désaliéner l'Africain. Il faut informer l'Africain. Ça va être, dans un premier temps, la guerre des médias. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous aident. Il faut informer l'Africain. Il faut bombarder les informations aux Africains pour que le bas africain, l'Africain lambda, comprend
ou bien pour que l'Africain lambda comprenne que vraiment ce système ne fait que nuire à l'Afrique. Du moment où tu comprends que c'est ça même qui est le nœud de mes problèmes, alors là, c'est déjà résolu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde saura en lui que vraiment l'Occident est le mot et c'est ce qu'ils font. Donc, comment est-ce qu'on va les contrecarrer? Alors là, on saura comment les contrecarrer. Alors, il faut dès à présent commencer par informer les Africains sur ce qui se passe, comment les Européens nous exploitent et que rien ne nous avantage. Mais à Tissot, quand on va en Afrique, nous-mêmes nous avons nos cultures. Quand vous allez peut-être dans les montagnes des Caraïbes, que vous êtes là et que vous êtes en train de crier dans les montagnes, vous demandez à vos ancêtres. Parce que c'est cette culture que nous avons aussi oubliée. C'est ce que nous avons oublié. Et cette culture peut nous amener à contrecarrer beaucoup de choses. Je prends un exemple. Chez nous, par exemple, si quelqu'un meurt et que ça fait 20 minutes, chaque personne va s'arrêter dans les carrefours. Chacun va rester dans un carrefour et il crie le nom de la personne. Et la personne va se réveiller. Mais on croit que c'est une sorcellerie. Alors que ça ne fait pas de nos cultures. Il y a quand même une bonne culture, une bonne dose de culture que nous devons utiliser. C'est ce que Rodrigue disait la fois passée, que les Européens n'ont pas inventé des choses. Ils les ont pris des Africains, ils les ont améliorés. Alors que nous, quand on fait ça, on nous dit que c'est la sorcellerie. Ça, c'est des démons. Il ne faut pas le faire. Alors que eux, quand ils viennent, ils prennent des choses comme ça. Monsieur Marcel parlait aujourd'hui, tout à l'heure, des dozos. Si les dozos peuvent nous amener à conquérir notre continent. Je voulais vous rappeler, ces dozos, je ne vous donne pas le secret, mais ils ont quand même un petit habit qu'ils mettent là-dedans. Ça veut dire que vous avez votre fusil, ça ne va même pas rentrer. Ça veut dire que l'Afrique aussi a ce patrimoine-là. Voilà, c'est un patrimoine que nous devons exploiter. Contre ces militaires, non seulement ces militaires, mais la base armée française qui est située là, qui lance des bombes, mais nous pouvons le faire, M. Atisso. Monsieur Nyan, vous êtes dozo? Mais je ne suis pas dozo, mais j'ai beaucoup d'informations, M. Atisso. Alors, si nous avons ces dozos, si nous savons que ces dozos peuvent, il faut les prendre en sérieux, délivrer l'Afrique, alors exploitons ces moyens. D'accord. Nous devons commencer par injecter, comme les Européens l'ont fait, que l'Afrique, nos cultures ne sont pas bonnes. Nous devons commencer par dire aux Africains, injecter aux Africains que c'est le contraire, c'est pour nous exploiter qu'ils nous ont dit ça. Alors, il faut penser le contraire. Et si on commence par penser le contraire, si la majorité des Africains commencent par penser le contraire, alors le reste va venir. Merci donc à Tissot. Je crois qu'on va aller du côté de notre ami Marcel, depuis l'Irlande avant de revenir dans ce studio. Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce que Monsieur Atisso vient de dire et puis Rodrigue Lawson? Non, je voudrais répliquer à quelque chose que Rodrigue vient de dire, que il faut s'en passer de la communauté internationale de la France. Est-ce que nous avons la politique de nos moyens pour s'en passer de ces chances-là? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas s'en passer de ces chances-là. On peut peut-être d'ici 20 ans, mais d'ici 20 ans, 10 ans, c'est passé avec les nouveaux chefs d'État qui vont arriver, on peut s'en passer. Mais d'abord, nous n'avons pas la politique de nos moyens. Admettons, chez moi, à Palimé, c'est une zone agricole. Nous n'avons pas des usines de fabrication, des usines de transformation. Vous voulez qu'on s'en passe de ces gens-là aujourd'hui? Nos chefs d'État qui prennent de l'argent pour aller soudoyer d'autres pour leur pouvoir. Voilà que les milliards, à la fois dernière, vous avez vu comment il y a eu feu à l'église Notre-Dame de Paris. Tous les milliards qu'ils ont envoyés. Ces milliards pouvaient construire des usines. Là, on peut s'en passer des blancs. Mais pour pouvoir protéger le pouvoir, au moins, le feu, il y a l'incendie, on court, on va donner des enveloppes là-bas pour dire à la France que oui, la France n'a qu'à reconstruire leur patrimoine. Nous aussi, nous avons des patrimoines.
Allez-y, pour les patrimoines, allons-y à Deho, à Guédrafort, la maison des esclaves. Moi, j'étais l'année dernière, une année là avec mes enfants. Mais le truc, c'est dérisoire. Voilà que ce sont des trucs que les Européens peuvent mettre en valeur. Ou nous, notre Afrique, ou bien les Togolais doivent mettre en valeur. Ça peut amener beaucoup de touristes. Mais on l'a négligé. On l'a négligé. Le monsieur qui était le gérant, même, il se plaignait. Il demandait, il cherchait de la moyen, les moyens, il demandait. Voilà, nous n'avons pas la côté de nos moyens. Il faut union des jeux comme ça, patrimoine. Voilà qu'un truc brûle en France, il va donner de l'argent. D'accord. Le même comme Ouattara. Oui. D'abord, il faut gérer, c'est ce que moi je pense que il faut, comment le mot m'échappe, comment dire, le président comment la Roli avait dit, il faut une constitution, il faut des institutions fortes. Ne serait que c'est cela que la France ne peut pas nous imposer des chefs d'État. Si nous avons une cour constitutionnelle qu'on ne peut jamais toiletter, qu'on ne peut pas revoir, constituer comme le Guinéen veut revoir la constitution là, la France ne peut pas nous imposer parce que la France nous a sa constitution. Voilà, mais si on laisse nos constitutions taillées par ou bien, comment ça s'appelle, des bâches, mais demain, tantôt l'autre viendra, on va les toiletter à leur manière. Donc il faut avoir des institutions fortes pour pouvoir s'en passer de ces pays-là. Alors on ne peut pas nous imposer. Si nous n'avons pas des institutions fortes, si nos cours constitutionnels vont dire ne disent pas les droits, vous allez voir, et les décisions viennent d'en haut, comme les gens le disent, viennent de la présidence. Vous voyez comment est-ce qu'on peut, vous pouvez s'en passer de ces gens-là, de la communauté internationale. D'accord. Nous-mêmes travaillons nous-mêmes, ayons des institutions fortes, que en ce moment, travaillons pour faire venir au moins des industries, créons des industries, comme les petits Chinois l'ont fait. Éduquons la population à faire fabriquer. Aujourd'hui, on nous parle des jeunes Togolais qui ont créé l'ordinateur et soir. Mais est-ce que on leur a mis les moyens pour ces jeunes? Demain, si ces gens-là, on les prend maintenant, on va les garder au Pentagone. Ah, nous allons créer ces Togolais, on l'a pris, on l'a remis. Vous n'avez pas donné les moyens. Le Foufoumis, celui qui a créé, on sait combien de Togolais mangent du foufou, ou en Afrique, ou même en Côte d'Ivoire, partout. Mais est-ce qu'on a aidé ces gens à développer l'histoire? Et vous voulez s'en passer des bras? Quand un bras le prend aujourd'hui, la fois dernière, je suis vu Rodé qui disait que, oui, et je voulais le faire rappeler, aujourd'hui, le costume que nous portons, c'est un Africain. Les climatiseurs, le chauffage que nous avons, ça a été créé par un Africain. La cravate, c'est un Africain qui l'aurait fait. Mais nous ne l'avons pas exploité, nous l'avons laissé. Les Blancs aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, ah, c'est les Italiens qui ont créé, qui ont fait la cravate, qui ont inventé la cravate, ou bien un Français qui ont inventé la Bible. Mais c'est faux, c'est un noir américain qui a trouvé, qui a créé. C'est ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à exploiter nos histoires. Nous créons, nous trouvons, nous avons des têtes bien faites, mais on ne donne pas les mots. D'accord. Voilà le problème. Merci donc, Marcel. Alors, Monsieur Rodrigue, je crois que vous avez été indexé. Vous avez soulevé la main pour intervenir rapidement pour que je puisse donner la parole aux autres. Oui, le problème que nous avons, c'est que on pense que nous sommes nous-mêmes. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Parce que la question que vous allez vous poser, c'est l'exemple que Cody vient de donner. Il y a des écoles qui sont sans banc en Afrique. Et vous voyez des Africains qui envoient de l'argent pour qu'on construise une église qui est brûlée en France. Vous voyez l'inondation, il y a eu, je ne sais pas si c'est en Zambie Togo? ou bien. Non. En Zambie. En Zambie, la fois dernière, des gens sont morts. Aucun Africain ne s'est levé. C'est le travail de l'aliénation. C'est le travail de l'aliénation. Et une partie de la lutte contre cette aliénation-là, c'est de faire comprendre aux Africains ce à quoi ils sont capables. C'est-à-dire, ils sont capables de faire des choses. Et c'est pour ça qu'il est important que nous parlions des innovations des Africains. C'est très important. Parce que les gens pensent que chaque fois que les Européens font, on veut en parler. Mais quand les Africains font, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Et quand les Européens font, eux, ils en parlent. Quand ils en parlent, ça donne, comment l'appelle-t-on, une certaine force aux générations qui viennent. Mais quand chez nous, on n'en parle jamais, les générations qui viennent
pensent que nous ne sommes rien. Donc, ils sont aussi comme ça. Mais effectivement, il y a toujours Et des parce que gens le plan même de- qui ont créé le vaccin du ils sida, informent, que il ce faut soit médiatiser, au c'est Gabon, ça. que ce soit en Côte d'Ivoire, des maladies qu'on soigne, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, ça fait que, c'est-à-dire, les générations qui viennent, on ne les encourage pas. C'est très important de parler des innovations qu'il y a en D'accord, Afrique. d'accord. Donc, quand il dit que on ne va pas, on va rester, on ne peut pas couper avec le blanc, c'est quand nous avions l'idée du retard. C'est ce qui nous fait croire qu'on ne peut pas couper avec le blanc. D'accord. Parce que tant qu'on est calqué dans cette idée-là, que ce sont eux qui doivent Non, faire. non. Ce que nous Rodrigue, sommes en train de faire là, c'est un travail. si tu me Donc, permets, si nous le Rodrigue, faisons je vais très te bien poser une et que tout question. le monde est conscient que ce Admets-toi, travail que Rodrigue, nous faisons, c'est aujourd'hui, un on te travail donne qui va le libérer pouvoir. l'Afrique et que Toi, tout le tu monde peux- s'y tu donne, peux s'en passer. on va Tu y vas arriver. résoudre. On va y De la arriver. communauté D'accord. internationale. D'accord. Admettons que Monsieur- demain, tu es chef d'État. Je voudrais quand même vous remercier, Monsieur Rodi Laxon, Atisso, vous patientez. Monsieur Kenao, merci d'être avec nous une fois de plus. Vous avez pris le débat en cours. Je vous donne rapidement la parole pour pouvoir intervenir. Voilà, je vous suivais depuis la maison. Merci à vous. Ça vous a quand même donné un coup de force pour dire il va falloir que j'arrive rapidement. Voilà, il va falloir que j'arrive rapidement. D'accord. À tous les panélistes, à M. Marcel Komivi et Rodrigue Mawina, je dis bonsoir à vous. À la maison, chers téléspectateurs, je dis aussi bonsoir. Vous savez, tel qu'on dit, que ce soit la chute des présidents africains sous l'égide de la France ou la nomination ou l'élection des présidents africains sur proposition de la France, ou que ce soit les indépendances, que ce soit la francophonie, en un mot, l'homme noir, je ne dis pas l'Africain, hein, l'homme noir n'est pas indépendant. Que nous oublions ces histoires de date de l'indépendance, accession à l'indépendance, à la quale on n'est pas indépendant, on n'est pas libre. Est-ce que On vous- ne peut Monsieur même pas Kenao, prendre nos propres décisions. Est-ce que vous On- êtes une fois allé à une fête d'indépendance qu'organise le Togo ici, là où vous êtes? J'ai plusieurs fois été avant Mais- qu'on ne... Mais pourquoi Avant est-ce que vous avez été? Hein? Pourquoi est-ce que vous avez été? J'ai été juste parce que je me suis dit que Alors que vous par n'êtes pas convention, indépendant. excusez-moi, Voilà. par convention, on dit que le Togo est indépendant. Par convention. Donc vous êtes allé. Ouais, c'est par convention. Parce qu'en fait, le peuple noir n'est jamais indépendant jusqu'à l'heure où je vous parle. Que ce soit les États-Unis, les Antilles, la France. Et regardez, c'est le seul peuple que maintenant on cherche à faire intégrer dans tous les sports. Dans toutes les équipes nationales, on demande qu'il y ait un noir. Nous n'avons pas besoin de ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut nous faire croire qu'on s'intéresse à nous. Je vais vous dire une chose. Ces histoires de choix de l'élection des présidents africains, les présidents africains, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Togo, ces présidents-là n'ont jamais été élus avec et par leur peuple. C'est l'Occident, c'est la communauté internationale, ce sont les institutions internationales bancaires, Donc la monétaires. France joue bien un grand rôle dans la chute de ces présidents panafricains qui ont été élus. Ce n'est eux-mêmes. même pas un président panafricain. Tous les présidents sont panafricains, puisqu'ils sont de l'Afrique. Mais le problème c'est quoi? Quelle est la place de l'Afrique par rapport à ces présidents et à ceux qui sont à l'extérieur? Quand je dis extérieur, le grand système, le système. Mes confrères, tout le monde a dit ici, si nous ne nous débarrassons pas de ce système, Et comment on va le faire, M. Kenao? on va le faire, les gens ont lancé des bases. Nous lançons déjà des bases. Et quelle est C'est cette quoi? base? C'est de faire une table rase de tout ce que nous avons dans nos têtes, dans notre conscience. Nous ne sommes pas en retard. On n'a même pas encore démarré. Le retard, c'est par rapport à quoi et c'est par rapport à qui? On ne juge pas la valeur d'un homme ou bien la valeur d'un homme par l'arrivée. On le juge par le parcours jusqu'à l'arrivée. Si vous prenez un avion pour être aux États-Unis en 2 jours ou en 1 jour, et si que moi je prenne ma voiture ou mon vélo pour être ici après 1 an, qui a fait plus d'efforts? Qui a fait plus d'efforts? Qui mérite d'être félicité? C'est celui-là qui, sans moyen,
est arrivé au même endroit. Donc c'est pourquoi je veux que les Africains oublient carrément cette histoire de nous sommes en retard. Et de deux, quand j'entends qu'on ne peut pas se débarrasser de ceux-là, on ne peut pas les oublier, on peut. Monsieur Marcel, souffrez que je vous dise, les gens de Palimé peuvent manger leur manioc et leur igname, et le cultiver, et le faire par eux-mêmes s'ils oublient qu'il y a une machine, qu'il y a une économie quelque part. Ils vont vivre, ils ne vont pas s'affamer, et à partir de ça, les idées vont commencer par arriver, comment perfectionner ces ignames-là, ce manioc-là, ce café-là, ce cacao-là. Mais depuis qu'on les a coupés, et on a introduit une autre civilisation, les gens de Palimé ne se retrouvent pas. Ils ne savent plus comment réfléchir selon leurs ancêtres pour multiplier, pour améliorer ce qu'ils font. J'ai seulement pris le cas de Palimé. C'est ainsi pour le Togo, pour le Cameroun, pour le Nigeria, en un mot l'Africain. Or, il se fait que, il a parlé d'un homme de foufou là, le foufou là, comment il l'appelait là? Foufou mix. Foufou mix. Cet homme-là, ce jeune Togolais-là, si tous les Togolais commençaient par consommer, par faire leur foufou, selon la machine du gars, ce n'est pas seulement par consommer, mais si on essayait quand même de valoriser son industrie. J'arrive. C'est-à-dire qu'en allant piler votre foufou dans sa machine, ça va lui ramener des sous et il va améliorer cela. Vous savez, une année, le Togo avait fabriqué le lait qu'on appelle joli lait. Comment on l'appelait comme ça là? Voilà. Et c'est Agougnon, le joueur Agougnon là, qui faisait la publicité. C'est ce que les Togolais disaient. Quand on passe cette publicité là, ils tournent la télévision. Hop, off. Mais ça, c'est quoi ça? Oh, c'est un produit fabriqué par le Togo. Les Africains eux-mêmes. Par le Togo eux-mêmes. Mais on ne fait pas cas. Mais on va aller chercher le lait hollandais. C'est pour vous dire que si nous commençons par valoriser tout ce qui vient de chez nous, on va aller loin. Parce que la domination, c'est culturel. D'accord. La domination, c'est culturel. Et, s'il vous plaît, pour terminer, ce point important là. Allez-y. Si nous, Africains, on a de sérieux problèmes, c'est à cause de notre élite. De nos élites. De nos élites. De celles-là, de nous tous, hein, y compris moi. C'est nous qui constituons le problème de l'Afrique. Chaque fois qu'on veut évoluer en Afrique, les élites mettent leurs doutes dans les esprits des gens, sèment le doute dans les esprits des gens. Puisqu'on nous fait confiance que nous connaissons, nous allons les éclairer. Voilà que parmi nous, il y a encore des gens qui sèment le doute dans la tête. Oh non, non, on ne peut pas faire ça. Et si on fait ça, il y aura inflation. On fait ça, il y aura inflation. Si on fait ça, les gens vont mourir. Si on fait ça, on sera affamé. Que quand est-ce qu'on va créer l'ordinateur? Quand est-ce qu'on va faire? C'est l'élite africaine là qui constitue le problème, y compris moi-même. D'accord. Nous allons laisser les bonnes dames réfléchir à l'africaine. Nous allons laisser le paysan, s'il veut faire quelque chose, selon ses coutumes, nous allons l'encourager. Mais que nous ne continuions pas par dire que non, ça on ne peut pas expliquer ça scientifiquement. Vous croyez que c'est tout qu'on explique scientifiquement? Et je vais vous donner un autre exemple. Vous avez parlé des choses que j'ai pris en cours. Imaginez aujourd'hui, tournez vos télévisions partout aux États-Unis. Tous les films qui présentent la nuit profonde, ce sont des films mystiques. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? C'est parce qu'ils veulent créer, ils veulent motiver des choses impossibles qui résident dans ces enfants, dans l'âme de ces enfants et des autres. Et à partir de cela, ce qui est puissance va sortir. Et la technologie n'est rien d'autre que la sorcellerie. Alors, s'il vous plaît, Africains, si vous pouvez vous retrouver, si vous pouvez retrouver vos grandes sorcelleries pour nous vanter des choses pour faire développer l'Afrique, moi je vous encourage. Je suis fatigué avec ces histoires de civilisation-là. Je crois qu'on a déjà parlé et on va approfondir. Alors avant d'aller du côté de Marcel, Monsieur Atisso, il faut aller sur Marcel. Monsieur Atisso, je vous donne 2 minutes. Non, il faut aller sur Marcel et revenir. Monsieur Marcel, allez-y. Non, je voudrais répliquer à Krao qui disait ma population de Palimé de son manioc. Mais quand les gens cultivent le manioc 2 hectares, ils n'arrivent pas à le vendre. D'abord, nous n'avons même pas les voies de communication. C'est ça aujourd'hui. Les gens qui font des récoltes et déposent aujourd'hui maintenant, parce que le café cacao ne donne plus. Mais le gouvernement n'a pas pu remplacer.
étaient dans un pays développé, on allait chercher d'autres choses qui allaient un autre type de café, un café peut-être mexicain, un autre café qui produit plus. Tous les anciens plantes de café ont été coupés. Les gens sont donnés aujourd'hui à l'ananas. Nous n'avons pas, quand les gens font la cueillette de l'ananas, mais jusqu'à ce que l'ananas arrive à Lomé, l'ananas est pourri. Donc il faut le transformer. Nous n'avons pas d'usine pour transformer ces choses-là à Palémé. Donc vous voulez pas que les gens qu'ils s'en passent, de continuer de manger. Le foufoumis dont on parle tout à l'heure là. Quand le foufoumis là, ça se vend à 2500, 2500 francs. Non, 250 000 francs. Le paysan lambda chez moi ne peut pas se payer. Voilà si on le mettait en fabrique l'histoire, on faisait un truc là, et le gouvernement le faisait. Les gens peuvent le payer même à 25 000 francs. Donc tout le monde aurait ce foufoumis. Voilà le problème. Quand notre PND aujourd'hui, on va chercher des gens comme les Tony Blair, les Ségolène Royal, les histoires là, le Cap-Verdien là. Ce sont eux qui sont devenus des conseillers à nos gouverneurs, à notre fois Gnassingbé. Et tous ces gens, ça, combien de millions ils gagnent? Ça ne peut pas marcher. Vous voulez s'en passer de la communauté internationale. D'accord. Voilà que vous-même, les experts africains, togolais là sont là. On ne donne pas de ce boulot à faire. C'est un plan qu'on va chercher. Croyez qu'il a toute la sévère. Voilà. Donc nous menons notre retard. D'accord. Merci. D'accord, monsieur Tissot. Oui, Rapidement. et je voulais commencer par la dernière intervention de monsieur Marcel. Qui disait que Faure Gnassingbé a comme des conseillers, les Tony Blair, les Cap-Verdiens, alors qu'il y a des Togolais là-bas. Alors, si par exemple l'Afrique renvoie tous ces gens-là et que les conseillers viennent de la population, qui connaissent les besoins de la population, qui connaissent, qui vivent dans la population et qui savent ce que la population a besoin, je serais que les conseils seront mieux orientés. On a parlé des conseillers. Alors, mais aujourd'hui, celui qui a ses conseillers-là, c'est celui il faut aller contre pour que ses conseillers ne. Voilà, parce qu'il ne donne pas compte rendu à la population. Il donne compte rendu à l'extérieur. C'est ça que nous voulons éviter. C'est ça que nous voulons que l'Afrique se replie sur lui-même. Vous comprenez que si vous avez un conseiller, vous avez votre conseiller, c'est votre conseiller à vous-même. C'est ce que je dis, M. Nyawa. Oui. Nous voulons, eux, ils nous donnent des conseils par rapport à ce qu'ils veulent. Par exemple, Tony Blair. Qu'est-ce que Tony Blair comprend de celui qui vit à Djagblé, de celui qui vit à Niamtougou? Qu'est-ce que Tony Blair comprend? Est-ce que Tony Blair comprend le besoin d'un Togolais de Paratao, d'un Togolais d'un Ivoirien d'un Africain de la Côte d'Ivoire? Tony Blair vient pour son intérêt. Voilà, c'est ce que nous ne voulons plus. Nous voulons avoir des richesses africaines qui seront redistribuées au niveau de l'Africain. Alors, d'accord. M. Marcel avait donné l'exemple du Togolais qui... Foufou-Mix. Le Foufou-Mix, là, M. Marcel disait que celui qui cultive le manioc, mais le Togolais ne connaît pas, n'a pas besoin de l'Européen pour transformer son manioc en tapioca. En gari. D'accord. Et si, je crois qu'on le signale. Oui, si ce Togolais, aujourd'hui, avec l'évolution, si ce Togolais a bien mangé et sa tête réfléchit bien, le Togolais peut créer des choses, beaucoup plus de choses avec le manioc et qui sera adapté aux besoins africains. Aujourd'hui, l'Africain n'a pas besoin de cultiver le cacao pour envoyer à l'extérieur. L'Africain a besoin de cultiver le mil, le sorgho, pour alimenter, pour financer, pour s'auto-nourrir. S'autosuffire. Et si on s'auto-nourrit, et si on voit que il y a plus, il y a excédent, alors là, on peut penser à exporter ça aux autres. D'accord. Je crois que je vais passer rapidement la parole à M. Kenao parce que le temps qui nous est parti.
est presque arrivé. Monsieur Kenao, rapidement. Voilà, je voudrais aussi dire à nos chers Africains que Rodrigue et moi, nous disons toujours que nous vivons dans quelque chose que nous n'avons pas créé. Le système dans lequel nous vivons, quand nous parlons de cours constitutionnels, quand nous parlons de constitution, quand nous parlons de élection à combien de tours, tout ça là, ce sont des choses que nous ne comprenons pas, nous ne maîtrisons même pas. Donc, ça voudrait dire que si c'est sur ça que nous voulons nous baser, nous appuyer pour nous développer ou sortir de cette domination de l'extérieur, ça c'est voué à l'échec. on vous demande de donner des solutions. Ce n'est pas. J'arrive, des solutions qui mais sont les vouées. solutions sont toujours données. Nawa, je voulais intervenir sur ce que Monsieur il Atisso, disait. je pense qu'on n'a plus le temps. Je pense que Monsieur aujourd'hui- Kenao. 3 secondes. Monsieur Atisso, 3 secondes. 3 secondes. Allez-y, je vous donne les 3 Oui. secondes. Monsieur, sur mon temps. il vient d'évoquer un point très crucial. Les élections, les élections. Qu'est-ce que les Africains font? Ils lèvent le doigt. Et il n'y a pas de corruption en ça. Il n'y a pas de Tout le corruption. monde est devant. On mais ceux lève qui le sortent doigt. dans les urnes. Non, il n'y a plus, il n'y a plus. Il n'y a plus urne. Ok. C'est devant tout le monde. Ceux qui devant sont tout le monde. pour ceci, on lève le doigt. On lève le doigt. Ceux qui ne sont pas pour, ils baissent De- le de doigt. quelle- Il n'y a pas de corruption dans Monsieur ça. Atisso, de quelle élection vous parlez? Nous parlons de toutes les élections. Donc, Tout ce vous qui allez, se fait en Afrique vous allez réunir avant. tous les peuples là qui vont soulever les Ce doigts. n'est pas Non, tout le peuple. chacun soulève Ce n'est son pas- on ne va main et pas- ses mains dans sa circonscription. Mais Et ça puis, va c'est coûter ça. plus cher. Ah, vous voyez ce qu'ils disent. C'est ça que je dis. Ça. D'accord. C'est un peu ça. Je Vous crois semez que- le doute dans, je dans crois la tête que- des gens. C'est Monsieur eux ça. Atisso, C'est eux ça. Oui. On va Moi, j'ai pas fini. On va je développer crois ça. que Non, on j'ai- va développer tout ça. J'ai- mais j'ai 30 le secondes temps qui encore. nous a imparti est J'ai 30 totalement secondes terminé. encore. On va continuer le grand débat la semaine prochaine. Ça sera houleux. Mesdames et messieurs, je voulais quand même vous remercier d'être avec nous pour ce grand débat. Ce grand débat a été houleux. Nous allons continuer la semaine prochaine. Et je vous donne encore une fois de plus rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Sans toutefois oublier Marcel Kogué depuis l'Irlande. Merci, ciao. Du nouveau à Il n'y a pas de Minneapolis, corruption. Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Vous voulez des informations sportives? Vous voulez des informations économiques? Vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport? Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre